dossier de presse de cette exposition qui a été préparée par notre présidente Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Elle a choisi de décrire Anne Gruner, dont vous voyez ici le portrait, Anne Gruner-Schlimberger, de commencer son portrait qui a été fait par Régis Debray, que je vous lis parce qu'il est très juste. Elle n'était pas luxe et magnificence, mais attention et générosité, sans intention publicitaire ou commerciale, la discrétion protestante à l'européenne, le bon goût à la française, la tradition libérale de la fondation à l'américaine, se sont donc alliés en elle pour produire cette opération insolite, une fortune personnelle mise au service d'une collectivité anonyme et féconde, au croisement des sciences, des arts et des lettres, et cela en tout désintéressement. C'est ainsi que Anne Gruner, qui naît en 1905, Anne Gruner-Schlimberger, dans une famille originaire d'Alsace, son grand-père est un industriel du textile, va être élevée au milieu des sciences, des lettres et des arts, dans une famille tout à fait extraordinaire. Son père Conrad et son oncle Marcel créent cette société de prospection électrique qui va devenir une grande entreprise américaine de sondage et de recherche pétrolière. Et leur père va marier ses 3 filles à 3 ingénieurs. C'est ainsi que dans un petit film de souvenirs, Annette Gruner-Schlimberger dit « J'ai donné un fils à mon père qui n'avait eu que des filles ». Et elle épouse très jeune, à 20 ans, Henri Dole, avec lequel qu'elle va suivre. Elle va donc parcourir le Mexique, l'URSS, le Texas, où elle passera 7 années avant de se fixer avec lui dans le Connecticut. Et les autres filles Dominique de Ménil, épouse elle aussi donc un ingénieur physicien spécialiste, géographe et physicien. Ils vont travailler au Texas. Et elle deviendra, elle aussi, une des grandes mécènes, créant 2 musées, commandant à Rothko une chapelle, à Barnett Newman l'obélisque brisé que l'on voit à côté de cette chapelle. Et il y a une émulation sans rivalité entre ces 3 sœurs qui, aujourd'hui, on est tellement habitué à des sponsors que l'on sollicite pour aider la culture. On est émerveillé de voir dans ce début des années 30 des vrais mécènes philanthropes discrètes qui n'attachent jamais leur nom à leur fondation et qui vont aider les artistes toute leur vie, qu'ils soient musiciens, poètes. Et c'est le cas de ces 3 sœurs. La 3e, nous la connaissons mieux en France, Sylvie Boissonnat, qui a créé avec son mari Flaine, où elle a fait arriver une sculpture de Picasso dans la neige qui a beaucoup secoué les gens de ces altitudes, a été présidente du Centre Pompidou. Et les 3 sœurs ont été vraiment les bonnes fées des musées, des endroits où elles ont vécu respectivement, et toutes les 3 des mécènes, de grandes mécènes du Centre Pompidou. Mais jamais leur nom n'apparaît. Et quand Anne Gruner-Schlimberger s'installe avec son mari aux États-Unis, très vite, elle va fréquenter elle découvre le jazz déjà en arrivant à New York, et ça va la rapprocher de quelqu'un dont nous parlerons tout à l'heure, Georges-Henri Rivière. Elle fréquente énormément Fitzpatrick, le claveciniste, qui est venu très souvent à la fondation des Creil, mais elle s'ennuie. Et puis, à ce moment-là, dans les années 46-50, elle a déjà commencé une collection intéressante dont nous allons voir quelques images, d'œuvres plutôt de la génération des artistes cubisants du début du siècle. Mais quand elle s'installe aux États-Unis, grâce à sa sœur Dominique de Ménil, qui a rencontré le père couturier avec suffisamment d'enthousiasme pour qu'il arrive à la convertir au catholicisme,
grâce au père couturier, elle va rencontrer beaucoup d'artistes. Et elle va demander notamment à Max Ernst de décorer sa maison de Paris, Dominique de Ménil, pas Anne Gruner. Et elle va être déçue des projets de ce jeune artiste dadaïste, et elle va, pour arrêter avec élégance de renoncer à cette décoration de son appartement, elle lui commande son portrait qu'elle n'aimera pas, qui va être dans un placard, et les deux sœurs vont retrouver Max Ernst aux États-Unis et là s'enthousiasmer pour cet artiste, au point qu'elles auront toutes les deux une collection d'une vingtaine de ses œuvres. Quand elle a 15 ans, Anne Gruner va travailler chez un artiste qui fait de la sculpture, Henri Laurence, qu'elle admire énormément. Elle admire aussi son courage. Henri Laurence a eu la jambe coupée à l'âge de 24 ans et il manie en sculpteur des choses lourdes et il travaille d'une façon très énergique. Et de temps en temps, il lui donne un petit dessin qu'elle ramène très fièrement à la maison en disant « Je veux être sculpteur à mon tour ». Et ses parents sont horrifiés par ses nus. Mais malgré sa petite taille et sa délicate apparence, c'est une personne extrêmement volontaire. Un de ses marchands disait « C'est la seule personne qui me fait faire ce qu'elle veut ». Et dès qu'elle sera une adulte disposant de sa fortune, elle commandera à Laurence des œuvres de grande taille. Et il y a 2 grandes sculptures de lui à la Fondation des Treilles. Dans les années 50, elle va divorcer de son premier mari et passer une dizaine d'années en Grèce. Et là, commencer une collection de sculptures d'archéologie méditerranéenne, si l'on peut dire. Et elle est passionnée par les livres et la littérature. Et elle va ouvrir 22 petites bibliothèques pour enfants dans les villages éloignés d'Athènes. Et elle suivra avec beaucoup d'intérêt ceux des enfants qui ont des dispositions. Et si un petit berger a besoin d'un soutien financier pour poursuivre ses études, elle va l'aider. Quelques-uns même pourront aller jusqu'à faire des études universitaires. Et l'un des plus brillants que vous connaissez bien, Robert Kopp et Marivonne, et comment s'appelle-t-il ? Voilà, Sophie Sophocles, qui a disparu récemment et qui a poursuivi ses études et enseigné à Stanford University. Donc le cœur de la fondation qu'elle va créer dans les années 60, en quittant la Grèce, où elle gardera une maison et où elle retournera souvent l'été, va s'installer dans le Var, et à partir d'une maison qui appartient à une de ses tantes, à Ops, elle décide d'augmenter un terrain autour de cette maison jusqu'à près de 300 hectares, dans lesquels naît son grand dessin. Contrairement à ses sœurs, elle va orienter toute son activité et toute son énergie pour construire une fondation avec 22 maisons, de manière à y réaliser, à y organiser des colloques qui ont toujours lieu depuis sa mort en 1993. Et ces colloques durent en général une semaine. Seules les personnes qui participent à ces colloques, dont vous avez ici des participants et des organisateurs, peuvent entrer et pratiquer et vivre au trail. En dehors de la trentaine de personnes qui cultivent les trails et qui font aussi de l'huile, qui est en vente d'ailleurs, dans cette exposition. Car Anne Gruner a trouvé qu'il était très important à la fois d'allier tout ce qui était intellectuel, interdisciplinaire, ce que rappelait hier une table ronde dirigée par Robert Kopp ici, et de mêler aussi bien, elle était très fière par exemple de faire ses pommes de terre, elle avait les meilleures pommes de terre de la région, et elle a créé
vraiment un monde très différent, hors du monde, une sorte d'île de Thébaïde où l'on peut travailler tranquillement, sans être dérangé. Il y a des artistes en résidence. Laura Serrani, qui est assise à côté de la directrice des Treilles, Anne Bourgeaz, s'occupe de résidences photo et préside le jury d'un prix dont les œuvres sont aujourd'hui rassemblées dans cet hôtel pour encore 2 jours. Et il y a des écrivains, il y a des musiciens, il y a des archéologues, et les conditions de travail et de paix sont d'une sérénité absolue. On incite les gens qui y travaillent à retrouver ceux qui y font un séminaire le soir à l'heure du dîner, et c'est ainsi que des découvertes se font aussi grâce à cette interdisciplinarité qu'Anne Brunner voulait encourager. Henri de Lomelay m'a raconté qu'il avait trouvé dans une des grottes sur lesquelles il travaillait des galets dont il ne s'expliquait pas bien la présence, et il s'est trouvé un soir à un dîner à côté d'un japonais spécialiste des tsunamis, et ils ont pu ainsi préciser qu'il y avait eu un tsunami près de Nice il y a des centaines de milliers d'années, grâce à ce galet, et Henri de Lomelay était tout heureux de cette découverte due à un simple voisinage de dîner. Donc les bibliothèques sont le cœur des Treilles et ils tiennent une grande place. Il y a 2 collections de Pléiades complètes, et une des bibliothèques est dans la maison qu'elle-même occupait. La personne qui va jouer un grand rôle dans l'invention des treilles avec Anne Brunner est l'architecte Pierre Barbe, qu'elle rencontre dans les années 30, qui n'est pas très célèbre aujourd'hui dans les grandes vedettes architectes que l'on évoque souvent, car il a surtout travaillé pour des personnes privées, et pourtant, mort à plus de 100 ans, il est le seul architecte qui, de son vivant, a eu des œuvres qui étaient classées monuments historiques. Ce qui est assez étrange aussi, c'est combien chacune des 3 sœurs a une passion pour l'architecture, elle choisit son architecte. Les Ménil, à Houston, c'est Philip Johnson qui construit leur maison. Les Boissonnat, c'est Marcel Breuer qu'ils appellent à Flaine, en 68. Et quand le centre Pompidou est construit, Dominique de Ménil est enthousiasmé par le travail de Piano et Rogers. Et Renzo Piano évoquait, lorsqu'on a salué sa mémoire au centre Pompidou, cette petite dame qui lui avait dit « Faites-moi un musée le plus petit possible vu du dehors et le plus grand possible vu du dedans », ce qu'il a fait pour Dominique de Ménil à Houston. Pierre Barbe va non seulement inventer et créer avec son classicisme assez fonctionnaliste ces maisons, mais interpréter aussi, être très attentif à l'intérieur de ces maisons, y compris à d'audacieuse échappées d'escaliers en acier, comme celui que vous voyez. Et des artistes sont invités en résidence et vont donner à cet ensemble de paysages qui sont redessinés avec le paysagiste Henri Fisch, bien qu'il ait répondu à Anne Brunner « Qu'est-ce que vous feriez dans ce domaine ?» « Rien du tout, avait-il dit la première fois. Mais ils vont ensemble réinventer un paysage qui a l'air d'aller de soi, mais qui évoque le paysage ancien des Treilles. Ainsi, on va défricher, arracher des chênes lièges et des arbres, replanter beaucoup d'oliviers. Et dans la cuisine de la maison qu'habitait Anne Brunner, Schlimberger, se trouve une petite peinture romaine du XIXe siècle qui lui a servi de modèle. Elle a dit à son paysagiste, à Henri Fisch, « Refaites-moi la même chose pour que je puisse le voir de ma fenêtre. » Et avec la terre d'une des 4 piscines que l'on creuse dans le domaine, il va faire la reproduction de ce monticule de cette petite colline sur une aire à blé, et on y plantera quelques pins parasols magnifiques.
Mais si on se promène dans les treilles, il n'y a aucune fleur savante, il y a des fleurs sauvages, des campanules, et s'y intègre au détour d'un chemin, entre quelques bouquets de lavande et des genêts, tout d'un coup une œuvre d'art. C'est ainsi que dans cette collection subjective de coups de cœur pour ses artistes préférés, c'est pas du tout une collection d'historiens de l'art comme on en ferait dans un musée, en essayant de montrer chaque période. Quand elle aime un artiste, on a 25 Takis, donc vous voyez ici les boules, 22 Max Ernst, 17 Bronner, beaucoup d'œuvres de Laurence, et les coups de cœur et les coups de passion font la particularité de cette extraordinaire collection. Ainsi, les plus petites de ces boules de bronze et de marbre étaient dans sa maison de Grèce. Quand elle décide de les amener dans le domaine des treilles, elle demande à Takis de rajouter 4 boules plus grosses. Et Takis fait des moulages très étranges sur des ballons de baudruche pleins d'eau, pour que ces boules aient une espèce de poids. Elles ne sont pas tout à fait sphériques pour les bronzes. Mais quand tout ça est posé dans l'herbe, elle trouve que ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Et donc elle achète à Vidauban un pavement romain qui sert ainsi de socle monumental à ce jeu de billes pour les dieux grecs. Max Ernst, qui est donc une vieille connaissance, a longtemps vécu aux États-Unis avec Dorothea Tanning, à côté de laquelle il est assis, et qu'il va épouser. Elle va être son épouse après quelques autres. Quand il quitte Peggy Guggenheim, qui l'a aidé à avoir son visa et à venir de Marseille à New York, et Max Ernst va s'installer en Touraine, à Huismes, dans une maison qu'il baptise d'une façon très charmante, le pin perdu, parce qu'il n'y a aucun pin, aucun arbre peint. Et il y a d'autres sortes d'arbres. Et dans les années 60, il va quitter la Touraine et s'installer tout à côté des Treilles, dans la Haute-Provence, à Seillan. Et donc les deux voisins vont voisiner, et Max Ernst va avoir plusieurs commandes de grandes sculptures qui vont être installées aussi dans le paysage des Treilles. C'est le cas du Capricorne, dont Dominique de Ménil possède un autre exemplaire à Houston, et dont le Centre Pompidou a aussi un tirage. Les tirages ont été faits par Iolas, 20 ans après les œuvres faites en plâtre et en ciment à Sedona, en Arizona, où il vit avec beaucoup de modestie et dans la passion de la découverte des Indiens Hopi. Et donc, la rencontre de la famille de Ménil et Schlumberger et la rencontre de Iolas, que les deux sœurs vont beaucoup aider, aussi bien dans sa galerie de New York que dans sa galerie de Paris et de Milan. Les collections vont se constituer de façon beaucoup plus importante après les années 60, au moment de la réunion des maisons des Treilles, et la série des achats de peintures de Max Ernst et de Bronner vont être très importantes. Vous avez ici justement Bronner de profil, avec un profil qu'on retrouve souvent dans ses peintures, à côté de Iolas, qui est un ancien danseur né en Grèce et qui va avoir vraiment les meilleurs mécènes que puisse trouver un galeriste. Et la plupart des grands achats et des grands artistes choisis par Anne Brunner-Schlumberger seront les artistes de la galerie Iolas. Bronner offre un jour, en 1968, à Anne Brunner un couteau de jet Kipinga du Zaïre, un couteau de chef. Anne Brunner est tout à fait surprise par cette ferronnerie découpée, et elle ne s'était pas jusqu'alors intéressée à l'art africain. Elle achète des livres, et au bout de 5 livres, elle est passionnée par l'Afrique. Et à ce moment-là, elle va droit chez Montbrison et elle va créer une collection d'art africain d'une 30aine de pièces
qui arrivent en masse au Treil et qui vont se marier avec ce mélange très réussi d'œuvres. Il y a un peu d'œuvres médiévales, il y a des meubles provençaux, mais aussi scandinaves. Et puis, si on essaie de trouver un point commun entre tous les artistes modernes, qui est la plus grande partie de cette collection, d'à peu près 500 œuvres, c'est surtout les artistes de l'imaginaire. Pas mal de surréalistes, mais surtout ceux dont on ne peut pas trop lire pour laisser libre cours aux rêves. Voici le bronze, placé par Max Ernst, Jean Arp, et ce Bronner dont je vous parlais, qui va avoir une vie, des débuts très difficiles, une vie assez misérable, et par manque de moyens pour acheter les matériaux dont il a besoin, finalement il réinvente une peinture à la cire que l'on chauffe avec un fer à repasser sur laquelle on mélange des pigments. Et ensuite, dans cette matière picturale qui est cuisinée par l'artiste, il va graver des figures très ésotériques. Bronner est arrivé à Paris depuis sa Roumanie natale, avec un père alchimiste. On peut imaginer toutes sortes de descriptions complexes des peintures qu'il fait, et qu'il ne souhaite pas d'ailleurs que l'on décrypte. Tout est mystère et tout est parfois sous-titré avec des serpents magiques dont les sources profondes grimpent vers des sommets où son double profil est accolé. Et c'est une œuvre qui était dans la chambre d'Anne Brunner-Schemberger et qu'elle regardait, lui écrit-elle, tous les jours, tous les matins en se réveillant, en pensant aux sources qui venaient désaltérer les poètes. Dans les années 60, Bronner va créer tout un cycle qu'on appelle la Fête des mères. Et ce tableau sur le thème de la maternité, du matriarcat, avec ses formes à la fois anthropomorphes et un peu égyptiennes et très colorées, vont enthousiasmer les deux sœurs, et Bronner va être incité à faire 2 fois cette œuvre pour que chacune des deux sœurs ait la peinture du moment qu'elle préférait. Donc un matriarcat avec des animaux qui se superposent autour de cette forme féminine. Dubuffet, elle va le connaître quand il sera installé à Vence, et c'est son marchand Daniel Cordier qui va lui vendre 2 magnifiques peintures de Dubuffet de la série des texturologies, et qui sont ces sortes de paysages du sol vus par quelqu'un qui marcherait le nez sur le sol, avec parfois des collages de gravier, des mélanges de terre, de feuilles, et qui sont souvent peints à plat par l'artiste, ce qui fait qu'on a des photographies de l'accrochage des Dubuffet au treil dans les 2 sens. Parfois l'œuvre est en long et parfois elle est en hauteur. Voilà un autre portrait de Bronner qui s'inspire encore de poissons et d'oiseaux. Cette image-là a été glissée au mauvais endroit, mais ça n'est pas grave. Mais elle peut évoquer aussi la collection des livres d'artistes qu'a constitué Anne Grüner. Et l'un des artistes, qui s'appelle Dubuis, a illustré des poèmes de Tardieu, et il a réalisé pour les 50 exemplaires 8 aquarelles originales pour chacun des exemplaires, que nous présentons parfois dans l'une des 2 expositions itinérantes qui voyagent avec les œuvres que vous êtes en train de regarder. Nous avons Marie-Vonne de Saint-Pulgent, quand elle est arrivée pour présider
Letreil en 2004, a souhaité que la collection que Anne Gruner avait dans sa maison et qu'elle avait souhaité voir voyager, justement puisque les treilles ne sont pas ouvertes au grand public, elle avait souhaité que cette collection voyage de musée en musée, et tout spécialement dans les musées où il n'y avait pas d'art moderne. Et donc la collection a pris sa route de musée en musée depuis 2005, et nous avons déjà depuis 13 ans montré 13 fois cette exposition, cette collection en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, et avec les difficultés que parfois rencontrent les musées qui ont peu d'espace ou des petits moyens plus réduits, bien que la collection ne soit pas louée et qu'elle soit simplement accrochée et prêtée, les musées doivent éditer un catalogue, et donc ils essaient parfois de faire des choses plus modestement. Nous avons imaginé une plus petite exposition à partir des collections de livres d'artistes qui sont dans des albums non reliés, et donc on a pu imaginer des cadres qui peuvent s'ouvrir, des encadrements qui peuvent présenter ces pages sur les murs, et ainsi faire connaître ces livres précieux que l'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Dans les œuvres les plus précieuses consacrées à Max Ernst, il y a des frottages de 1925 qui montrent à la fois tout l'humour et toute la fantaisie de l'artiste, avec cette minuscule maison et ses grandes plantes, ou le contraire. Max Ernst avait toujours, de l'époque d'Ada à la fin de sa vie, un amour pour les choses inattendues et surprenantes, et il était notamment un grand ami de l'équipe du collège de pataphysique et de l'Oulipo, et il était à un grade très élevé, il était satrape parmi les membres du collège. En Touraine, Max Ernst avait un atelier qui ressemble un peu au parquet des 2 salles de cet hôtel particulier ancien, avec des lattes de parquet un peu anciennes et désaccordées. Et un jour, une feuille de dessin sur laquelle il avait beaucoup marché avait imprimé les lames du parquet, et il a eu l'idée de faire des frottages qui lui ont donné l'idée ensuite de transformer les frottages en forêt. Et vous avez là le frottage de 2 matériaux. Vous avez fait ça quand vous étiez petit, avec vos médailles sur des feuilles de papier, peut-être, ou les pièces de monnaie. L'une des 3 sculptures de Max Ernst au Treil est ce visage qui est coiffé d'un bec d'oiseau. Max Ernst était lui-même une sorte d'oiseau. Il avait ce long nez, des yeux très bleus, et il raconte dans son enfance qu'il rêvait beaucoup d'un oiseau qu'il a baptisé Lop-Lop, et ce Lop-Lop se retrouve souvent dans ses peintures et dans ses sculptures. Là, vous en voyez quelques profils d'oiseaux, justement. Il a aussi travaillé avec des empreintes de chiffon et de peintures très liquides pour inventer des océans inattendus, ou avec des grillages et des grandes racles, ou en tournant un couteau à palette sur un tout petit format qui permet de dessiner une sorte de fleur. Quelques œuvres sont petites, de la taille, celle-ci a à peu près la taille de l'écran, là, de l'écran d'ordinateur, et souvent elles étaient posées devant les étagères des livres. Fernandez est un autre artiste qui a fréquenté les cubistes, un artiste espagnol qu'elle a aussi auquel elle s'est beaucoup intéressée, soit avec des natures mortes de pommes qui étaient dans la salle à manger des Treilles, soit avec ce buste qui est plus rare dans l'œuvre de Fernandez. Et de cet artiste, elle a acquis une dizaine d'œuvres. Giacometti, ce dessin de femme, et le suivant qui est l'arbre de l'atelier de l'artiste, elle les a acquis à New York, grâce à Ayolas aussi.
Lalanne est l'autre artiste le plus présent dans les treilles, qui est un artiste plus jeune que Max Ernst, qui est à peu près son contemporain, auquel, moi je me rappelle être allée au vernissage de cette exposition de moutons de Lalanne chez Yolas, boulevard Saint-Germain. La galerie était pleine de ces 18 moutons qu'elle a tout achetés, qui ont des roulettes et qui ont des vrais toisons de moutons, donc bronze et laine. Et ce troupeau était installé dans la salle de concert des Treilles pour, après les colloques, faire un petit concert ou un grand concert. Et les gens qui étaient assis sur ces moutons, qui sont faits pour être des sièges, ne résistaient pas au plaisir de faire un peu rouler tous ces moutons à roulettes. Il y a eu de telles courses de moutons que finalement nous avons décidé de ne plus les exposer au public que dans les expositions où un gardien devenu berger empêche qu'on s'asseye dessus. De Laurence, elle acquiert, je pense, assez tôt. Malheureusement, on n'a pas les dates de la plupart des achats anciens, mais je pense que les œuvres cubistes qu'elle achète chez Berggruen, la plupart du temps, de Laurence, date des débuts de sa collection. Laurence était le meilleur ami de Braque et de Delaunay. Ils se sont connus à La Ruche. Voilà un autre dessin dont les couleurs sont beaucoup trop forcées par la reproduction. C'est à la fois un papier collé, repris à la craie, dessiné au fusain avec un petit collage de papier journal dans un coin. Et voilà au contraire des dessins beaucoup plus récents de l'artiste des années 60, au moment où elle intègre dans les treilles les deux grandes sculptures dont je vous parlais tout à l'heure. De la même époque cubiste date Fernand Léger, qui dans les années de la guerre, où il va être d'ailleurs blessé et trépané, va être tout d'un coup complètement séduit, après cette première phase cubiste à La Ruche, par la beauté géométrique des objets industriels. Et ce dessin sur cette encre et aquarelle sur papier appartient à cette époque-là, comme ce dessin, qui montre donc cette superposition d'objets cubistes vus sous plusieurs aspects, comme Picasso et Braque l'ont imaginé dès les années 11-12. Fernand Léger va rencontrer au retour de la guerre Blaise Sandrard, qui lui a perdu une main, et ensemble ils vont faire plusieurs ouvrages dont nous avons un exemplaire rare de ce livre magnifique. Mata est aussi un artiste de la génération suivante, qui donc né dans les années 30 au Chili, qui va venir à Paris, adopter la nationalité française. Et Anne Gruner est enthousiasmée par cette peinture un peu cosmique, si différente de ce qu'elle a acquis par d'autres artistes, et qui précède les premiers voyages dans l'espace. Donc chez Mata, il y a quelque chose qui la fascine particulièrement par cet onirisme qui finalement est assez proche d'une réalité plus tardive. Chez Picasso, elle va s'intéresser, contrairement à ses sœurs, uniquement à la céramique. Je pense qu'en allant se balader l'été, quand elle a envie d'aller faire des courses du côté de la Côte d'Azur, elle va à Cannes, elle va à la Fondation Mag. Avec la Fondation, elle partage d'ailleurs le même Henri Fisch qui fait les jardins des deux domaines. Et à Valoris, elle rencontre les ramiers à la poterie Madura, et elle va acheter des pâtes blanches de Picasso, ainsi que une ou deux gravures et des étranges plaques de céramique
que Picasso va faire à la même époque, dans les années 50, quand il quitte le château d'Antibes, où il passe l'automne 46, et qu'il va s'installer avec son amour Françoise Gillot et ses deux jeunes enfants qui viennent de naître, Claude et Paloma. Il va aussi faire de la linogravure avec le brave linograveur de Vallauris, Hidalgo Arnera, qui ne faisait que des affiches. Et lorsqu'il creuse dans le linoléum ces estampes, le dessin qui reste et qui a été ancré, donc qui est rouge et noir, le séduira tellement qu'il va en faire des empreintes en céramique et en garder ainsi une trace durable. Et Anne Brunner-Schmalberger achète 2 plaques de céramique avec cette femme au chapeau. Et vous voyez que Picasso garde de son amour cubiste encore dans les portraits d'une femme au chapeau, et le chapeau est fait d'oursins, les 3 oursins comme 3 fleurs, garde dans les visages l'habitude d'inscrire à la fois le profil et le visage de face, ce qui longtemps va surprendre ses contemporains. Voilà l'autre plaque qui est un déjeuner sur l'herbe, d'après Manet, avec dans le coin en haut à gauche une petite chouette fumeuse de pipe, car un jour une chouette est arrivée pendant qu'il était en Antibes, blessée par une fenêtre. Et cette chouette va rester un des animaux emblématiques dessinés par Picasso à partir de la forme de l'œuf et juste l'accent circonflexe qui n'est pas là présent au-dessus des 2 yeux ronds de la chouette. Elle va acquérir aussi plusieurs ouvrages que Picasso réalise et toujours chez Daniel Cordier, s'intéresser à un artiste qui va avoir peu de succès et qui se suicide assez jeune, qui est Réquichot. Donc ici, elle a acquis une tête de mort, elle a aussi un grand papier collé. Au contraire de ses habitudes, où elle choisit chez des marchands, elle a souvent aussi acheté des choses chez Beyeler en Suisse. C'est dans la collection de Jean Ribou qu'elle va acquérir toute une série d'œuvres de Joseph Sima, artiste tchèque qui s'installe en France et dont elle aime aussi beaucoup l'onirisme très mystérieux et son amour des cristaux qui va habiter la plupart de ses dessins et de ses gravures. Nous avons aussi réuni dans la collection que Anne Brunner avait groupée dans sa maison et qui voyage désormais, une gravure de Soulages dont elle n'a pas de peinture. Tout à l'heure, vous avez vu des grandes boules de Takis, son ami grec, qui a eu récemment, il y a peu d'années, une rétrospective à la Fondation Mag. À cette époque, je lui avais demandé s'il pouvait venir revoir ses œuvres au Treil où il avait passé tant d'années. Et Takis m'a dit que ce n'était pas possible, son emploi du temps était compliqué, mais il se rappelait avec beaucoup d'émotion cette personne qu'il avait invité à travailler quand il était inconnu, jeune et pauvre, et qu'il avait rémunéré comme s'il avait été célèbre et déjà très reconnu par tout le monde. Les premières œuvres de Takis, qui a une vie militante en Grèce assez difficile et qui n'arrive à Paris que grâce à un billet d'avion que lui donne une américaine dans les années 50, quand il a déjà une trentaine d'années, où il va vivre plusieurs années. Les premières œuvres sont des objets un peu archaïsants, de petite taille, dont il va offrir un assez grand nombre à Anne Brunner, mais elle va lui commander toute une série d'œuvres et d'ensembles. Les 3 fleurs qui voyagent dans l'exposition itinérante, faite d'écrous, mais les autres œuvres ne quittent pas les treilles.
Et ce sont des ensembles de sondes et de trépans qui, dressés vers le ciel, changent de destinée puisqu'ils étaient faits pour creuser et chercher du pétrole. Et ça, c'est une idée typique de cette femme fidèle à sa famille, sur laquelle elle a écrit un livre qui s'appelle La boîte magique. Et puis une autre série d'œuvres qui sont des grandes figures agricoles, un grand hommage à l'agriculture d'Étreilles qui tient un rôle important. Elle s'est intéressée rarement aux épouses des artistes qui l'impressionnaient beaucoup. Max Ernst a épousé Dorothea Teining. Il y a de Dorothea Teining ce petit dessin, et je crois une sculpture qui a été conservée par sa famille. Mais nous avons récemment reçu en donation un dessin de belle-mère qui est amusant parce qu'il représente à l'encre de Chine Max Ernst vu de profil dans son atelier, et on voit quelques toiles appuyées contre le mur, et au centre le portrait de son épouse Dorothea Teining peint, dessiné avec toutes sortes de courbes les unes dans les autres, comme Teining elle-même dessinait. Donc c'est une espèce de triple hommage. Et l'œuvre la plus récente, elle l'a achetée à un artiste que lui conseillait Dominique Bozzo, qui était l'ancien président du Centre Pompidou et qui était un grand ami d'Annette Gruner-Schlimberger, Georges Tracandi. Et Dominique Bozzo lui avait conseillé d'aller le voir à Marseille, où il avait un atelier dans une mansarde sur le Vieux-Port. Et cette dame qui avait déjà 85 ans a grimpé toutes ces marches, racontait Tracandi, et elle a acheté de lui cette œuvre et une grande nature morte de citron qui est dans la salle de réunion d'une des grandes maisons d'Étreilles. Donc, on peut dire une curiosité qui ne l'a pas quittée. Et là, peut-être que Laura Serrani pourrait nous expliquer comment c'est fait, parce que je n'ai jamais très bien compris cette technique où il redessine par-dessus une photo. Donc, il y a une photo dessous. Je suppose que c'est un tirage photographique à l'origine sur lequel il peut avoir répandre soit très négative, soit plus probablement une couche fine de papier. Oui. Ou bien une diapositive, parce qu'à l'époque on travaillait beaucoup aussi sur le support de diapositive. Et tu vois, c'est une œuvre qui a la taille de 2 fois la table à peu près. Mais on peut travailler à l'origine, soit sur la diapositive, et ça c'est pour être voilà. ou sinon il a retiré. Donc la photo est de lui aussi. Une photo d'origine, et puis des lampes de Chine diluées, ou d'aquarelle, plutôt des lampes diluées. C'est un peu une transition, peut-être, entre l'arrivée de la photographie à l'Étreilles, la passion des... Oui, c'est l'ancêtre, effectivement. Mais on a quand même une autre tradition qui est la présence depuis, à partir des années 65, de Jacqueline Hyde, qui est connue pour être une très bonne photographe d'œuvres d'art. Et suivant les conseils de Georges-Henri Rivière, qui est un des familiers d'Étreilles, Jacqueline Hyde va suivre... On a 2000 photos qui montrent absolument toutes les traces de la vie d'Étreilles, l'édition des maisons, les invités, les colloques, tout est, depuis la construction des maisons en plein chantier jusqu'à la maison achevée, Jacqueline Hyde n'a rien manqué. Et les colloques sont menés de main de maître avec un conseiller qui est un grand ami d'Annette, parce que l'amitié, je ne l'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, l'amitié est le cœur d'Étreilles aussi, comme les livres. Et les choses se font avec les gens qu'elle aime. Elle n'a jamais acquis une œuvre d'un artiste qu'elle n'aimait pas et qu'elle ne connaissait pas bien. Et donc les deux amis qui vont beaucoup l'aider dans son invention de cet endroit qui devient une fondation d'utilité publique, dans les années 70, va être le premier Michel Serres, qui est le grand conseiller pour les colloques, et qui écrit d'ailleurs un très beau texte qui sera transformé par Takis en table tournante que nous allons prêter avec l'accord de Marivonne
au MUSEM qui rend enfin hommage à son fondateur à l'automne prochain. Et l'autre personne étonnante et magnifique qui est présente au Treil est Georges-Henri Rivière, qui appelle Anne Brunner ma bienfaitrice, car elle lui offre, dès qu'il a fini le musée des arts et traditions populaires à Paris, qu'il va parachever pendant de longues années, quand il a 70 ans et qu'il est à la retraite, elle lui offre une secrétaire. Et à ce moment-là, Georges-Henri commence à faire un cours à la Sorbonne sur la muséologie, à Paris 4, où il arrive toujours suivi de Sonia Bishop qui tient son cartable et qui lui prépare ses cours. Et il commence toujours son cours par un petit mensonge en disant qu'il n'a pas eu son baccalauréat, ce qui n'est pas vrai. Il cache aussi qu'il a été au conservatoire de musique et qu'il a aimé beaucoup les musiciens du groupe D6. Et il apprend la muséologie à toute une série d'étudiants enthousiastes. Et quand il arrive au Treil, chez sa bienfaitrice, il arrive avec une valise vide en début d'été. Ils vont la remplir en général à Cannes de vêtements d'hiver et d'été. Et l'échange est formidablement généreux de la part de Georges-Henri qui va conseiller Anne Brunner dans tout ce qu'elle fait. Par exemple, dans le livre qui est ici, sous une couverture brune où elle explique ce qu'elle veut faire des treilles, il lui dit il faut remonter à la préhistoire. Et on part du domaine des treilles, de toute son histoire géologique et préhistorique. Ensuite, ils vont ensemble dans les archives, dans les vieux plans cadastraux pour voir ce qui poussait au treil. On y cultivait des vers à soie, alors on va faire une rangée de mûriers. Là, il y avait de la vigne, on va replanter la vigne. Donc, ils mettent leurs pas dans l'histoire au fil du temps. Ensemble, ils découvrent qu'il y a un petit village à Éguines qui fait des cochonnets en buis pour la pétanque. Alors, ils vont aider ce petit village et les derniers tourneurs sur bois à faire un musée des tourneurs sur bois à Éguines, qui leur rend hommage. Et ainsi, l'un avec l'autre, les choses se construisent. Évidemment, beaucoup d'arts populaires vont arriver au Treil, et j'imagine que c'est en partie grâce à Georges-Henri. Et tout se mêle, comme se mêlent les jeunes boursiers avec les prix Nobel, se mêleront des œuvres d'artistes inconnus. Un superbe Bronner va être installé dans la cuisine, et quand nous déciderons de l'encadrer un peu plus solidement pour le faire voyager, on va imaginer un surcadre pour ne pas cacher le vieux cadre initial, parce qu'au dos de ce vieux cadre est écrit « encadré avec le reste de la caisse du sapin de Noël ». Donc il y a à la fois une économie des choses, une tendresse, et l'esprit des treilles, ceux qui ont eu la chance d'y aller et qui ne rêvent que d'y revenir, savent que cet esprit continue d'y régner grâce à vous. Et du coup, j'ai oublié la dernière image, qui est celle de Vieillard, qui est un autre familier des treilles, grand graveur, buriniste, probablement pas assez connu parce qu'il était aussi banquier et champion de tennis. Donc il n'avait pas besoin ni de galerie ni de collectionneur. Il a légué 622 gravures au musée de Laval, là où est né le douanier Rousseau. Et il a donné beaucoup de livres et beaucoup de gravures à sa grande amie, qui lui a fait graver une œuvre géante. Toute la table d'ardoise de la salle à manger a été gravée par Vieillard avec l'histoire des treilles qui fait le tour de la table. Et toutes ces gravures sont tout à fait magnifiques et mériteraient d'être plus connues. Il a été aussi président de la Société de gravure, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Donc, pardon pour l'esprit de l'escalier.